vers une société éveillée. Donc c'est plus en fait une approche bouddhiste du vivre ensemble. Mais en fait les deux premiers chapitres c'est vraiment approfondir l'approche bouddhiste, et puis après j'essaye de voir mais qu'est-ce qu'on peut en tirer nous par rapport à une autre manière de penser la responsabilité. Avec cette idée justement, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu là au long déjà de toute la soirée, c'est de ne pas faire de la comparaison de culture, mais c'est ce que Raymond Panicard appelait une démarche non pas comparative mais imparative. Dans le sens, on va essayer, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va vraiment s'ouvrir à cette autre expérience, on essaye de s'immerger dedans, puis qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi, et par rapport à mon point de départ. Et donc, essayez donc de faire une démarche qui n'est pas uniquement vous dire objective, eux ils ont fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais une démarche, on va dire, plus existentielle. Bon, moi je pars de là, mais eux ils partent de là, mais alors, en quoi est-ce que ça se rencontre, en quoi est-ce que c'est différent, en quoi est-ce que ça me fait avancer. Et donc Chogyam Trungpa disait, oui, parce que le courage est lié donc forcément à la peur. Il dit, on commence à dépasser sa peur lorsqu'on l'examine. C'est à nouveau cette idée de swadhyaya. En fait, on ose regarder cette peur aussi. Au lieu de dire, oh là là, j'ai peur, surtout, il ne faut pas que j'y pense. Lorsqu'on examine son anxiété, sa nervosité, son inquiétude, son agitation. Si l'on regarde sa peur de près, si l'on regarde sous le vernis qui la recouvre, sous la nervosité, on découvre en premier lieu la tristesse. Quand on est nerveux, on est occupé à frémir, à se survolter sans cesse. Lorsqu'on ralentit le pas, lorsqu'on se détend dans sa peur, on découvre la tristesse qui est calme et douce. La tristesse frappe au cœur et le corps répond en produisant une larme. Avant de pleurer, on a une sensation dans la poitrine, et ensuite les larmes montent aux yeux. Ceux-ci sont sur le point de se défaire en pluie, de verser une cascade, et l'on se sent triste et seul, et peut-être un peu romantique en même temps. C'est le courage qui commence à émerger, le premier signe d'un authentique esprit de guerrier. On pourrait s'imaginer qu'au moment de faire l'expérience du courage, on entendrait l'ouverture de la 5e symphonie de Beethoven, ou bien on verrait une immense explosion dans le ciel. Mais il n'en est rien. Dans la tradition Shambhala, c'est en travaillant la vulnérabilité du cœur humain qu'on découvre le courage. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très 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 important. Et tout courage finalement qui est basé uniquement sur augmenter sa carapace peut avoir l'air très courageux. Finalement, vous n'allez pas au fond. Et donc c'est casse facilement. Vous trouvez quelqu'un qui a une armure un peu plus forte, bon, bah, il va vous casser la vôtre. Et après il continue, puis là c'est un peu cet exemple donc, par rapport à comment devenir en fait des êtres humains qui s'acceptent, comme nous pouvons être des êtres humains finalement qui peuvent être faits en tant que tels. Il dit la naissance du guerrier est comparable aux premières pousses des bois d'un renne. Au début, la corne est très molle, presque comme du caoutchouc, et elle est recouverte de duvet. Puis, à mesure que le renne grandit, le bois se renforce, et il se forme un andouiller de 4, 10 ou même 40 ramifications. Le courage au début est comme ce bois caoutchouteux, qui ressemble à des bois, mais qui sont encore inutiles dans le combat. Lorsque le renne commence à avoir des bois sur la tête, il ne sait pas encore à quelle fin s'en servir. Sans doute est-il très incommodé par ces protubérances molles et disgracieuses qu'il porte sur la tête. Mais par la suite, le renne commence à comprendre qu'il est fait pour avoir des bois, que les bois font partie intégrante de la condition de renne. De la même façon, la première fois qu'un être humain donne naissance au cœur sensible qui est le propre du guerrier, il peut se sentir extrêmement gauche et ne pas trop savoir comment s'y prendre avec ce type de courage. Mais par la suite, à mesure qu'on se familiarise avec cette tristesse, on s'aperçoit que l'être humain est fait pour être tendre et ouvert. Désormais, on n'a plus besoin de se sentir gêné ou embarrassé de sa sensibilité. En fait, la douceur commence à se transformer en douceur passionnée. On voudrait pouvoir s'ouvrir aux autres et communiquer avec eux. Lorsqu'on commence à se sentir à l'aise en étant quelqu'un de doux et de bien, c'est que les bois ne sont plus recouverts de duvet, qu'ils deviennent un vrai andouiller. Les situations deviennent très réelles, vraiment réelles, et en même temps très ordinaires. La peur évolue naturellement vers le courage, de façon très simple et très directe. Selon les principes du guerrier, le guerrier idéal doit éprouver tristesse et tendresse. C'est là qu'il va puiser sa grande vaillance. Sans cette tristesse qui vient du fond du cœur, la vaillance est aussi fragile qu'une tasse de porcelaine. Si on la laisse tomber, elle se casse sous ses brèches. En revanche, la vaillance du guerrier est comme une tasse en lac. Si la tasse tombe, elle rebondit mais ne casse pas.
elle est à la fois dure et souple. Vous voyez, donc là vous avez toute cette idée que vous retrouvez aussi surtout dans les arts martiaux internes chinois, hein, le yin et le yang. Et dans les arts martiaux plus externes, vous allez essayer d'aller au maximum du yang, qui est le plus le côté, on va dire, masculin, fort, etc. Et les pratiquants d'arts martiaux internes vont vous dire, si vous développez uniquement votre yang, bon, déjà votre yang, il ne va pas pouvoir être très très fort, mais en plus, il va se casser à un certain moment, parce que vous en faites trop. Et en fait, l'approche, c'est l'inverse. C'est-à-dire, pour cultiver le yang, mais il faut que je cultive le yin. Et plus je vais être capable de cultiver la douceur et l'ouverture, plus en même temps, tout d'un coup, il y a de l'énergie qui va venir, il y a toutes sortes de choses qui vont venir et qui vont donner une puissance qui est d'autant plus grande, en fait. Mais c'est les deux polarités qui sont fondamentalement liées ensemble. Mais je crois que dans la manière dont on aborde souvent la question du courage, de la responsabilité chez nous, de manière générale, notre être au monde ici, c'est une attitude un peu très yang. C'est chaque fois il faut prouver, et puis je fais ceci, je fais cela, ouh là là, la pauvreté dans le monde, hop, et puis il faut montrer que tout de suite on fait quelque chose, etc., etc. On est beaucoup dans le faire et de se prouver qu'on existe par le faire. Et ce qui a son importance, comme on disait tout à l'heure, hein, le fait de se connaître, ça passe aussi par le faire avec les autres, etc. Mais parfois c'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre un peu de yin, hein, on va dire là-dedans, et de se dire, mais oui, mais peut-être que finalement, à cette question de courage, de responsabilité, peut-être que c'est lié justement très fondamentalement à cette capacité de s'ouvrir à soi-même, d'être doux. Peut-être on peut être ferme, et quand il faut, mais en même temps, il y a une douceur. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, un peu qui je considère un peu comme des maîtres, ils ont tous une grande douceur, une grande attention par rapport à ceux qui sont autour d'eux. J'ai jamais vu, enfin moi, hein, c'est mon choix, peut-être que je suis biaisé, mais des gens qui ont une certaine, allez, on va dire, conscience, qui seraient là, comme ça, durs. Non, c'est des gens qui sont aussi très souvent très, très rigolos. Ils aiment bien avoir de l'humour. Et c'est là-dessus que je crois que je vais terminer, parce que j'aimerais quand même qu'on ait un peu le temps de bavarder. C'est cette notion donc d'humour dans le sens d'espace. Un des problèmes qu'on a quand on s'engage sur un cheminement personnel, de connaissance de soi-même, d'ailleurs toute autre chose, c'est qu'on a tendance à prendre ça trop au sérieux. C'est avec tout, hein, vous commencez à faire quelque chose et puis vous prenez ça tellement au sérieux que rien d'autre n'existe au monde, vous êtes prêt de massacrer tout le monde qui n'est pas comme vous, vous essayez de convaincre, hein, que là vous avez arrêté de fumer, vraiment tout le monde doit arrêter de fumer, vous êtes devenu végétarien, alors oulala, il faut que tout le monde devienne végétarien. Ou alors, même si pas tout le monde doit devenir comme vous, mais alors au moins il faut que vous leur fassiez découvrir la beauté de la guitare électrique, parce que c'est tellement extraordinaire, et donc les enchaîner sur la chaise chez vous, à leur faire écouter des choses qu'ils n'auraient peut-être pas vraiment envie d'écouter, etc. Et vous prenez ça très 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 au sérieux. Donc je dirais que dans une certaine mesure, oui c'est bien, c'est important aussi qu'on prenne au sérieux, mais c'est là que la capacité d'humour devient importante. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aussi rire un peu peut-être des folies ou des excès qu'on fait dans son propre cheminement et qui nous permettent non pas un humour pour casser, mais l'humour qui est cet espace qui vous permet en fait de vous rendre compte parfois de l'absurdité de ce que vous êtes en train de faire ou des situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Et alors vous en riez, puis vous essayez en même temps d'en apprendre quelque chose. Et donc à travers ça, en fait, votre relation avec le monde commence de manière générale à être aussi plus une relation un peu, on va dire, même d'émerveillement. Même les choses stupides, mais vous regardez ça, vous dites, mais c'est très humoristique finalement. Ah, si vous êtes croyant en Dieu, si vous êtes théiste, vous vous dites, ah ben, pas mal là, le réalisateur finalement. Hein. Il nous a inventé de ces situations, là, c'est très comique. Alors là où c'est difficile, c'est que parfois quand c'est vous qui êtes la victime de la farce, hein, pour le dire comme ça, vous ne trouvez pas cette comédie très drôle. Mais donc c'est là qu'il y a aussi donc toute cette notion, donc un peu est-ce qu'on ose regarder, et en osant regarder, petit à petit est-ce qu'on ose regarder, d'ouvrir ce qu'on regarde, voir la situation autour. Et donc en voyant la situation autour, en fait il y a un décalage du regard. Et vous pouvez commencer à être spectateur. Et en étant spectateur, spectateur, c'est pas que vous agissez plus, mais vous êtes en même temps spectateur. Et c'est là que d'une certaine manière, ça peut vous libérer à agir. Parce que vous acceptez tout bêtement qu'en étant ici en tant qu'être humain,
Ben voilà, ben vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un reine, mais là vous êtes un être humain, donc il y a cette douceur, cette ouverture, etc. Et si vous êtes là dans cette pièce de théâtre-là, dans les Indiens ou les bouddhistes, vous direz, ben c'est que probablement vous avez ce qu'il faut, vous avez fait ce qu'il faut pour vous retrouver là. Sinon vous serez autre part, vous serez soit, je sais pas, un ver de terre, vous serez encore un arbre, ou vous serez un dieu dans un autre monde, etc. Mais si vous avez signé pour la production planétaire 2011, etc., bah c'est ça votre contrat, hein, entre guillemets. Et donc au lieu d'essayer de renégocier votre contrat tout le temps, alors que vous l'avez déjà signé, bah voilà, vous le jouez, puis vous le jouez au mieux. Et vous commencez à apprécier en fait la beauté sous-jacente. Donc j'ai pas parlé de apprendre à apprendre, j'ai pas parlé de manière un peu indirecte. On a parlé aussi il y aurait d'autres aspects à voir, donc sur redéfinir nos responsabilités. Peut-être oui, un tout petit dernier mot que j'aimerais dire, parce que je ne l'ai pas dit de manière explicite, mais tu l'as évoqué tout à l'heure en fait en introduction. C'est cette notion de responsabilité, oui, c'est envers vous-même, mais c'est envers les autres. Et là, on reste encore assez anthropocentré. Il y a des cultures qui sont plus cosmocentrées. Or, c'est par rapport à toute la planète, et les animaux, et les montagnes, il y a tout ça aussi. Puis il y a certaines qui mettent plus l'accent sur le côté divin. Et donc, on va l'interpréter de manière différente selon les cultures et selon les personnalités. Mais ce serait, donc, pour reprendre les termes de Raymond Panicard, une approche plus cosmothéandrique. Donc il y a le côté humain. Il dit, cette réalité cosmothéandrique, finalement, elle se trouve au fondement même de la réalité, dans le sens qu'il n'y a pas de réalité sans ces trois éléments. Pourquoi ? Parce que si vous percevez quelque chose, c'est que votre subjectivité humaine, elle existe. Donc, je veux dire ça, vous ne pouvez pas vraiment l'enlever. Il y a l'univers dans lequel vous fonctionnez, donc qui peut être votre corps ou quoi que ce soit, mais enfin les choses que vous expérimentez. Et pour ceux qui diraient oui, mais avant que les êtres humains étaient là, oui, c'est parce que vous fonctionnez en termes de temporalité chronologique arrêtée, mais l'univers tel que vous le connaissez, qui existe, il y a toujours eu des êtres humains. Même s'ils n'étaient pas là pendant 15 milliards d'années, mais là, notre expérience de l'univers, il y a aussi une conscience humaine qui en fait partie. Et puis le troisième, c'est que l'environnement et la conscience qu'on en a, c'est pas toute l'histoire, parce qu'il y a toujours cette dimension un peu de mystère sous-jacent, de liberté sous-jacente, que vous n'arrivez jamais complètement emprisonné. Vous n'êtes pas dans un truc mécanique, où tout est déjà comme ça fixé d'avance. Il y a cet horizon un peu de liberté fondamentale, ou de mystère fondamental, vous l'appelez comme vous voulez, que certains peuvent appeler le divin, qui fait aussi partie de notre expérience humaine. Et donc c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de dire, donc si on réfléchit à notre question donc, de la responsabilité, ou vers quel genre de conscience peut mener finalement petit à petit ce genre de cheminement intérieur, c'est qu'on commence aussi à percevoir un peu ces dimensions-là, et l'interaction entre ces différentes dimensions. Alors selon les personnalités, les cultures, on va peut-être plus mettre l'accent sur l'une ou sur l'autre, mais au moins dans une certaine mesure, je crois qu'il commence à y avoir une conscience de ces différents aspects, et donc conscience signifie aussi après, donc responsabilité, réponse à cette conscience-là. Et ça nous ramène tout à fait à la fin. J'aurais bien vous aimé raconter l'histoire de Saint Christophe, mais là, pas pour aujourd'hui. Mais la fin de l'histoire qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'il en arrive à la fin de son périple, où il porte finalement le Christ d'une rive à l'autre rive, et que finalement, donc il pensait se noyer carrément, parce que c'est devenu de plus en plus lourd, et puis il dit à l'enfant, je pensais qu'on n'allait pas réussir, j'avais l'impression de porter le monde entier sur mes épaules, et puis l'enfant lui dit, tu avais l'impression, c'est que tu portais le monde entier sur tes épaules, parce qu'en fait je suis le Christ, celui que tu cherchais, donc à partir de maintenant on t'appellera Christophoros, donc celui qui porte le Christ. Et donc il prend son bâton, il plante le bâton, et le bâton commence à nouveau à devenir un arbre. Donc ce qui permet de faire le lien avec l'histoire qu'on racontait au début, c'est ce qui est extraordinaire dans les histoires, c'est qu'elles ont plein de niveaux, vous pouvez les lire en même temps, c'est que peut-être que le Moulin Nasruddin n'était pas si fou que ça. C'est que ce qu'on essaye de faire souvent, c'est qu'on essaye, pour sauvegarder notre cocon, notre ego, notre bateau qu'on a construit, etc., on se bat contre les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on voudrait qu'elles soient autres.
Alors, effectivement, peut-être au départ, il faut déjà prendre conscience de ça et donc commencer à lutter contre ces tendances-là. Mais pour découvrir que peut-être, oui, vaut peut-être mieux se mettre du côté du plus fort, du côté de la vie telle qu'elle est. Et donc, au lieu d'essayer de faire se conformer la vie à nos points de vue plus ou moins illusoires ou nos projections, petit à petit, apprendre à s'ouvrir à la vie telle qu'elle est. Et qui peut inclure qu'un bateau coule. Et pour nous tous, d'ici quelques années ou plus tard, quelques décennies, notre bateau à nous tous coulera. Donc est-ce qu'on prend ça en compte ou pas? Voilà, donc je m'arrête là. Et donc je vous invite maintenant à soit attaquer là ou à questionner ou